En juillet 2019, un objet très spécial a été vendu aux enchères aux États-Unis. Très spécial car il avait été utilisé plus de 100 ans auparavant pour sauver un groupe de rescapés du Titanic. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être? Un des canaux de sauvetage? Un morceau du célèbre navire? Non, c'était une simple canne. Une canne noire avec un bout de couleur ambre et une lumière intégrée. Mais comment une canne a-t-elle contribué à sauver des vies? Remontons donc le temps pour trouver des réponses. Au printemps 1912, Ella White, 55 ans, voyageait à travers l'Europe avec son amie Mary Grace Young, une professeure de piano de 36 ans. Il peut se passer bien des choses lorsque l'on s'aventure ainsi à travers le vaste monde. Et par exemple, on peut se blesser le pied. C'est du moins ce qui est arrivé à Ella White au cours de l'une des étapes de son grand périple à l'étranger. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé exactement, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, elle a dû se procurer une canne pour marcher. Elle a décidé d'acheter un super modèle original qui possédait une couronne qui brillait grâce à des piles. Cette décision lui a sauvé la vie plus tard. Mais chaque chose en son temps. Ne nous emballons pas. Une fois leurs vacances en Europe terminées, ces deux femmes aisées ont acheté des billets en première classe pour voyager sur le RMS Titanic et rentrer enfin à New York le 10 avril 1912. Madame White se déplaçait également avec une gouvernante, un domestique et quelques poulets que les deux voyageuses américaines avaient achetés en France. Mais ce que les femmes ne savaient pas, c'est qu'elles n'arriveraient jamais à New York quelques jours plus tard comme prévu à bord du Titanic. La vie en première classe sur le plus célèbre navire de l'histoire était vraiment très luxueuse, mais les places n'étaient pas franchement données. Il faut bien avoir en tête que ces clients de première classe étaient des gens parmi les plus riches du monde. Les billets coûtaient l'équivalent de 50 000 $ d'aujourd'hui. Alors en effet, ils avaient accès aux meilleures conditions de vie et aux meilleurs divertissements à bord. Ils dînaient accompagnés d'un orchestre dans une salle remplie de meubles et de décors somptueux. Ils jouaient aux échecs et au backgammon et évoluaient entre eux avec leurs riches amis et connaissances. Ils allaient au gymnase, à la piscine et aux cours de squash. Pour tous ces gens, la vie était douce et personne n'avait de soucis économiques, si tu vois ce que je veux dire. Cependant, Ella White n'a pas profité de tous ces luxes délicieux auxquels elle avait accès. Elle a préféré rester dans sa suite, l'une des 39 suites privées situées au sommet du navire, en compagnie de son ami proche. En gros, la première fois qu'elle a quitté sa suite, c'était la nuit fatidique du 14 avril. Imagine, tu as tous ces gens riches, bien habillés, des hommes d'affaires puissants avec des noms célèbres. Ils se détendent, rient et profitent des plus belles choses de la vie. Et puis, en un clin d'œil, toute cette belle ambiance s'arrête net et tout vire au drame. Oui, le 14 avril à 23h40, le fameux navire réputé insubmersible s'est écrasé contre un iceberg dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. 2h40 plus tard, le Titanic avait entièrement coulé. Plus tard, interrogée sur le sujet, Ella White a déclaré que sur le moment, elle n'avait pas réalisé qu'il fallait se précipiter pour évacuer rapidement le navire. Elle a seulement décrit la collision entre le bateau et l'iceberg comme une légère secousse. À ce moment-là, la situation ne semblait pas du tout catastrophique. Cependant, tout comme les autres passagers, elle a tout de même voulu savoir ce qui se passait. Alors, avec ses employés, elle a quitté le confort de sa luxueuse suite pour se rendre sur le pont supérieur. Une foule était déjà rassemblée là et attendait des explications et des instructions. C'était également l'endroit où se trouvaient les 20 canots de sauvetage du bateau. Il aurait pu y en avoir beaucoup plus, mais le pont aurait alors été trop encombré. Du moins, c'est ce qu'ont pensé les propriétaires du Titanic avant de partir. Cette grave erreur de jugement explique pourquoi il n'y avait finalement pas du tout assez de canots pour que les passagers puissent s'enfuir et être sauvés. Tout comme Ella White, peu de gens avaient compris que cette légère secousse était en fait un événement dramatique. Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith a pourtant annoncé qu'il fallait mettre des gilets de sauvetage et monter dans les canots. Mais il n'y avait pas encore de mouvement de panique. D'une part, tout le monde était convaincu que ce n'était pas si grave. D'autre part, en voulant remonter le moral des passagers, certains membres de l'équipage leur avaient dit de ne pas perdre leur ticket afin de pouvoir remonter à bord du navire plus tard. Naturellement, les gens les ont crus et beaucoup étaient persuadés qu'il s'agissait d'un problème technique mineur. Ils sont donc montés dans les canots de sauvetage tranquillement en parlant de ce qu'ils feraient une fois que ce désagrément serait fini. Mais comme tu le sais, aucun d'entre eux n'est remonté sur le navire. Il allait bientôt partir faire des bulles tout au fond de l'Atlantique. L'équipage a commencé à mettre à l'eau
les canots de sauvetage à minuit 25. C'est à ce moment que le Kapartia, un autre bateau, a reçu l'appel de détresse et s'est dirigé vers le Titanic. Mais il était encore loin du lieu de l'accident. Le premier bateau avec des rescapés a été mis à l'eau à minuit 40, le canot de sauvetage numéro 8, qui transportait Madame White, sa femme de ménage et Madame Young, a fait partie des premiers à partir. Le domestique de Madame White n'avait pas pu embarquer avec elle, bien sûr. Les femmes et les enfants étaient prioritaires. Les passagers des 2e et 3e classes ne savaient même pas comment arriver jusqu'au canot de sauvetage du pont supérieur. Peut-être qu'un exercice d'évacuation aurait permis une meilleure organisation. Il était justement prévu le matin du 14 avril, mais il n'a jamais eu lieu. À 2 heures du matin, tous les canots de sauvetage avaient été chargés et mis à l'eau. Mais il restait encore plus de 1500 personnes à bord qui devaient désormais se débrouiller seules, sachant que la situation était désespérée. Il ne restait plus que 20 minutes au Titanic. Sur chaque canot de sauvetage à bord desquels des chanceux avaient réussi à monter se trouvait un ou des héros. Ils s'illustraient de diverses manières. Soit ils ramaient, soit ils calmaient tout le monde, mais la plupart tentaient de se rendre utiles. Une tâche était cruciale. Quelqu'un devait éclairer le chemin. Pour ce qui est du canot de sauvetage numéro 8, c'est Ella White qui a dû assumer ce rôle. En effet, les survivants ont rapidement réalisé que les lampes des canots n'étaient pas assez puissantes pour accomplir cette fonction. C'est alors que Ella White s'est souvenue de sa canne. Oui, sa fameuse canne et sa lampe de poche intégrée. Cet objet dont elle ne pouvait pas savoir alors qu'il serait mis aux enchères plus de 100 ans plus tard. Une fois dans l'eau, les 27 survivants du canot de sauvetage numéro 8 devaient désormais ramer pour sauver leur vie. Il leur fallait s'éloigner de l'énorme épave qui coulait et risquait d'aspirer tout ce qui se trouverait à proximité. Madame White, avec sa canne éclairée, les guidait. Il faisait sombre, un froid glacial et les eaux qui les entouraient étaient remplies de débris du Titanic. Il leur fallait juste avancer, sans savoir à quelle distance se trouvaient les secours. Et tout à coup, fatigués et gelés, les passagers du canot de sauvetage ont enfin vu une lumière quelque part au loin. Était-ce la lumière du RMS Kapartia qui venait les sauver? Vu les conditions, ils ne savaient même pas s'ils se dirigeaient vers lui ou s'ils s'en éloignaient. Ella White a alors continué à agiter sa canne, car c'était la seule lumière d'espoir qui leur restait encore. Après 45 minutes de navigation, sans savoir s'ils allaient dans le bon sens ou pas, les passagers du canot de sauvetage numéro 8 ont décidé de faire demi-tour pour voir s'ils pouvaient sauver plus de gens. Après tout, leur bateau avait été l'un des premiers à être mis à l'eau et ne contenait que 27 personnes à bord, alors qu'ils pouvaient en accueillir 2 fois plus. C'était vraiment une décision héroïque. Alors que Ella White éclairait le chemin de retour vers le Titanic avec sa canne, tous regardaient sombrer sous leurs yeux incrédules cette merveille de bateau. Le plus célèbre de son époque, ses ponts au luxe inouï, ses suites de rêves au mobilier si raffiné, ses objets de valeur perdus à jamais, tout un rêve englouti en quelques instants sous les eaux glaciales. Il est difficile de savoir ce qui se passait dans l'esprit de ces braves gens, la peur, la déception, réaliser à quel point les humains sont petits et impuissants face aux éléments, probablement tout cela, et encore bien d'autres sentiments mêlés. Le temps qu'ils reviennent jusqu'au bateau, il avait entièrement disparu, avalé par l'océan. Les rescapés devaient maintenant se préoccuper de leur propre survie, car l'Atlantique Nord n'était pas exactement l'endroit le plus sûr au monde. Ella White a donc continué à tenter de signaler leur présence aux équipes de secours. Ce n'est qu'à 7h30, le matin du 15 avril, qu'ils ont été retrouvés. Tous les passagers et membres d'équipage à bord du canot de sauvetage numéro 8 ont survécu. Ella White, l'éclaireuse, a vécu jusqu'à l'âge de 85 ans et est décédée en 1942 à New York. Cette canne unique est restée dans sa famille et elle a été transmise de génération en génération. La personne qui l'a finalement mise aux enchères s'appelle Brad Williams. Sa grand-mère était la nièce de Madame White. Il a reçu la canne de sa propre mère. Pendant des années, elle est restée dans son porte-parapluie, parmi 35 autres cannes de sa collection. Il a dit qu'il avait décidé que cet objet unique avait besoin d'une meilleure maison où elle serait mieux mise en avant. Les experts pensaient que la canne se vendrait entre 300 000 et 500 000 $. Après tout, elle était encore en parfait état, sans parler de son incroyable histoire. Pourtant, elle s'est vendue 62 500 $ seulement. Certes, c'est beaucoup pour une canne, mais ce n'est rien comparé à un autre objet du Titanic, un violon avec lequel le chef d'orchestre a joué pendant le naufrage et qui s'est vendu pour environ 1,7 million $. Au moment de la vente, certains membres de la famille n'étaient pas d'accord sur le principe. Cela pourrait expliquer la nervosité des acheteurs potentiels et le prix final plutôt bas de la canne. Espérons que l'heureux acheteur britannique accordera à ce précieux souvenir le traitement qu'il mérite. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami.
Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.